Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre magazine Les gens des Hauts. Aujourd'hui nous sommes à Calais. Enfin là on est à Sangatte, mais tout à l'heure on va aller à Calais. Calais, ville maritime, la plage, le port de Calais, le tunnel sous la Manche, les dentelles de Calais, les bourgeois de Calais, vous savez les statues comme ça là. Calais c'est aussi le football avec le CRUF, une défaite en 2000 face à Nantes 2-1 en finale de la Coupe de France. J'ai encore mal au cœur. Et Calais c'est bien sûr aussi la ville du coupé décalé. Coupé décalé! Non c'est pas vrai, ça je l'ai inventé. Allez sommaire! Je vais prendre de la hauteur sur la plage de Sangatte avec Nicolas et Pierre. Nous découvrirons l'incroyable aventure de Louis Berriot avec Pierre Pour, passionné d'histoire. Nous rencontrerons un autre Pierre, tulliste depuis 4 générations. Le graffeur Virus ira à l'abordage pour réunir des artistes venus du monde entier. Je me lèverai tôt pour rencontrer Johnny, pas le chanteur, mais pêcheur de père en fils au bassin du Paradis. Et je me détendrai dans les fameux chalets de plage avec 2 familles calaisiennes. L'immense plage de sable fin de Sangatte, The Sangatte Beach, s'étend jusqu'au Cap Blanc-Nez. On peut y faire toutes sortes d'activités. Je vais d'ailleurs découvrir un sport où il ne faut pas craindre les sensations fortes. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Bon ok, fais-moi rêver que Brigitte Bardot, mais nous sommes ici sur la côte d'Opale, le paradis des kitesurfers. Rien à envier à la Californie, rien à envier à Malibu, à part peut-être Pamela Anderson. Et encore nous, on a Pamela Poulain qui habite là-bas à côté là. La côte d'Opale offre 9 spots de qualité permettant de pratiquer le kitesurf. Du Touquet à Dunkerque, nous sommes ici à Sangatte, à côté de Calais, afin de vous faire découvrir l'univers de Nicolas et Pierre, 2 amis qui ont décidé de tout quitter pour ouvrir une école de kitesurf. Hey les amis, Pierre, Nicolas. Ouais. Me voici, me voilà. Au hasard, Nicolas. Oh là, bien joué. Salut Camini. Pierre. Salut. Alors pour moi qui suis un véritable débutant, comment ça marche, comment ça fonctionne? Logiquement, fin de première séance, on t'a droit de faire tracter par la voile dans l'eau. Ce qu'on appelle la nage tractée, le body dragging. Mais ici à Sangatte, c'est le meilleur spot. Sangatte, Pierre, on bénéficie de la proximité des côtes anglaises juste en face. D'accord. Qui fait que ça accélère le vent. Puis il y a le Cap Blanc-Nez aussi, ça accélère beaucoup avec le Cap Blanc-Nez. Les vents dominants, c'est sud-ouest ou nord-est. Ça commence à quel âge le kite? Alors, on peut commencer tôt, c'est une question de gabarit, et puis on va adapter également en fonction du temps, mais à 12-13 ans, c'est déjà possible. C'est pas un sport qui est forcément très physique, maintenant qui va quand même être éprouvant, parce qu'on est au milieu marin, on est en mer, on se fait un peu secouer par le harnais. Comment se fait-il que vous n'avez pas les cheveux longs comme ça jusqu'aux épaules avec une barbe et... C'est fini tout ça. C'est fini ça? C'est fini. Ah d'accord, donc c'était une légende, donc c'est la fin des surfeurs blonds comme ça. Bah écoutez messieurs, moi je vous propose qu'on aille à l'eau pour une petite démo, mais allons-y. Allez, on va se préparer. Bon alors là on va travailler sur vent léger, c'est comme ça qu'on dit. On va travailler. Exactement, on va installer notre matériel. Et donc la distance entre le... 25 mètres. 25 mètres. Il y a 25 mètres, c'est à peu près la norme, c'est standard. D'accord. Et par contre, quand j'étais dans votre école, j'ai vu un cadran solaire où il y a marqué, voilà, 11h, midi, le zénith. Oui. Et ça correspond à quoi précisément tout ça alors? En fait, le kite, il a une fenêtre de vol. Il évolue dans une zone particulière. Donc le zénith, par exemple, c'est midi. Quand on dit le soleil est au zénith, c'est midi. Okay. Et en décollage et atterrissage, c'est pas comme un cerf-volant basique. On décolle toujours le kite en bord de fenêtre. Donc le bord de fenêtre peut être à gauche, on peut dire à 9h ou à 15h. Ah ouais, d'accord. Tiens, tu peux essayer si tu veux. D'accord. Vas-y. Les 2 pieds, voilà, tranquillement. Vas-y, vas-y. Tu peux y aller. C'est l'échauffement. Ouais, bah ouais, je vois ça. Parce que moi, je pense qu'après avoir gonflé, je pense que je suis mort. Je vais me coucher après. Et encore 2 et c'est bon. C'est vrai? Ouais. La dernière. Oh, c'est bon. Yes. Viens avec moi, je vais te faire voir. Ah ouais. Voilà. Et là, le kite, il est parti. Ah ouais, non, mais... Vas-y, lâche. Tire à gauche. Ça tire, tu lâches. Ah ouais, je lâche. Je lâche. Voilà, j'ai fait mon premier accident de... Non, c'est pas un accident. En 2 mètres, 2 mètres.
l'école de Cap Kite. Bon alors les gars, comment vous vous êtes rencontrés pour aboutir à cette école au final? On s'est rencontrés en Égypte. On travaillait tous les deux dans des centres différents la première fois, 2010. 2010, ouais. Moi, j'ai ouvert l'école ici. Pierre a quitté l'Égypte donc après moi. Moi, j'ai bossé pendant 1 an tout seul. Bon, baigné dans le monde du nautisme depuis toujours. Hein. Fait du body, du surf, de la planche à voile. Mais je sais qu'avant d'ouvrir l'école, tu faisais autre chose. Ah, moi, c'est une reconversion. T'as eu plusieurs vies. Ouais. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Et avant, je bossais aussi dans l'assurance, donc complètement différent. Et Pierre, ton papa, faisait du windsurf, ouais, planche à voile, voilà. Surtout, ça part aussi du grand-père qui, lui, était navigateur. Mon père a fait spé-voile, justement, à Dinard, par exemple. Et moi, dans la continuité, donc j'ai été baigné vraiment dans la planche à voile, la voile. Et quel métier vous avez exercé avant d'être moniteur de kite? Donc j'ai travaillé un petit peu dans le social, en centre d'éducation renforcée. Hein, c'est des structures pour les délinquants et les aider à se réinsérer via des séjours sportifs. C'est une très belle histoire en tout cas. Moi je vous félicite pour ce parcours. Et maintenant je sais où je peux apprendre le kitesurf. Et vous verrez que je vais décoller à au moins 10 mètres, 5 mètres, 3 mètres, bon 20 cm. En tout cas je vais décoller un petit peu. Je vais maintenant me rendre à Calais, en bus Divine ou Divin, qui sillonne la côte, avec un arrêt à Sangatte, une chance pour moi. Ça va, tranquille? Ouais, allongé, tranquille, allongé quoi. C'est pour moi, c'est vraiment it's for me. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais monter à l'étage, je vais me détendre. Allez. Bah, Camille, que faites-vous là? C'est ça, voilà, bonjour. Qu'est-ce que je fais là? Je vais direction Calais-Ville. Si on va tout droit, on s'en va sur le Cap Blanc-Nez. Ah oui? Oui. On va faire un petit tour au Cap Blanc-Nez alors. On va passer devant la première statue qui est celle de Hubert Latham. Donc Hubert Latham qui a été le premier à vouloir tenter la traversée de la Manche en aéroplane en 1909, c'était le 17 juillet. Malheureusement, c'était un échec. Louis Blériot donc, a tenté le 25 juillet, le temps était propice, et a effectué la traversée de la Manche donc, le 25 juillet en 37 minutes pour une distance de 37 km et à l'âge de 37 ans. Ensuite, il paraît qu'il avait des pieds de 37 cm. Ah, aussi, ça, je ne saurais pas le dire. Hubert Latham a refait une deuxième tentative le 27 juillet, donc après sa première tentative. Et malheureusement, il s'est retrouvé à l'eau à 500 mètres des côtes anglaises. Il a pris la tasse, mais il a quand même une statue. Donc là, nous arrivons justement au niveau de la statue, Latham. Ah, d'accord. Vous êtes un vrai spécialiste. Je suis très intéressé et passionné par l'histoire locale. Mais pourquoi ça s'appelle le Cap Blanc-Nez? Le Cap Blanc-Nez, ça aurait pu être Noirney aussi, non? Alors non. À côté, nous aurons le Griné. Mais disons, en réalité, on dit le Blanc-Nez, mais jusqu'au XVIIe siècle, ça s'appelait le Blanest. D'accord. Ça vient du saxe. Blan, blanc, et nest, qui vient de nez, promontoire. Voilà, donc l'origine du Blanc-Nez. Promontoire blanc. Allez, bonne journée. Salut, bonne journée, Camille. Merci. Le site du Cap Blanc-Nez a gardé son côté authentique qui en fait un spot privilégié pour observer le trafic maritime dans le détroit. Les falaises culminent à 134 mètres d'altitude entre ciel et mer. Son sommet me donne un point de vue inédit sur les côtes anglaises et sur Calais. Et sur les filles qui bronzent sur la plage. Regardez-moi ce décor magnifique. Bon, j'ai pas fait exprès d'arriver là, mais je suis vraiment content d'y être. Le Cap Blanc-Nez. On peut dire que j'ai eu du nez. Les dentelles de Calais, connues à travers le monde. Aujourd'hui, il reste une demi-douzaine de fabriques dentelières qui fournissent la haute couture et le prêt-à-porter féminin. Nous allons aller à la Cité internationale de la dentelle et de la mode à la rencontre de Pierre. Et moi, en attendant, je repars à Calais. En bateau ou en bus? En bus. La Cité de la dentelle et de la mode est installée au cœur du quartier Saint-Pierre. Nous allons découvrir que l'activité dentelière a marqué l'histoire de Calais, grâce à un savoir-faire évoluant entre tradition et modernité. Allez, visite guidée. Bonjour, bienvenue à la Cité de la dentelle et de la mode. Nous, on reçoit notre pancarte avec une petite esquisse du motif et
Après, le passage des fils qui est représenté ici. On a aussi le système jacquard. Donc là, vous voyez, c'est les cartes perforées qu'on met dans la machine. Donc on les place sur ce cylindre pour qu'ils puissent être lus par les petites aiguilles qu'on appelle les droppeuses. Là, ici, on a nos fils qui sont ici sur nos tubes. On envoie les fils devant pour qu'ils remontent au niveau de la dentelle. Il y a mon arrière-grand-père qui, lui, était plutôt professeur. Donc il y avait une école à Calais qui formait à ce métier. Donc lui était professeur à l'Institut Jacquard. Cette école, à la base, n'existe plus. Maintenant, c'est un CFA. Mon grand-père, qui était, lui, tuliste. Mon père, tuliste. Et puis moi, tuliste. J'ai démarré jeune, hein, donc moi, 13 ans et demi, je suis rentré à l'Institut Jacquard pour pouvoir apprendre à ce corps de métier-là. Sur cette machine-ci, il y a un peu plus de 4000 fils à passer un par un au départ, ce qui va nous prendre, on va dire, un bon mois, un mois et demi à 2 personnes. En général, on fait à peu près du 2 mètres en 1 heure. Après, ça va dépendre du motif et des matières. La dentelle de Calais, je pense qu'elle est connue mondialement parce que c'est vendu partout dans le monde. Caudry fabrique cette dentelle aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, le label de dentelle de Calais a changé. Hein. C'est dentelle de Calais et Caudry. Le label dentelle de Calais, c'est les machines qui l'ont. C'est ces machines Livers qui fabriquent cette dentelle. Donc ils ont les mêmes machines, ils fabriquent, on va dire, la même chose. Bon, ce qui va un peu différencier, c'est que nous, on va faire plus de lingerie. On va faire, on va dire, 80% de lingerie et 20% de robes. Eux font plus de robes que de lingerie. Il n'y a pas d'autre machine pour fabriquer la dentelle de Calais. Cette machine fabrique un nœud mécanique sur chaque point. C'est-à-dire que maintenant, sur cette dentelle, on pourra faire ce qu'on veut avec, couper où on veut, comme on veut, ça ne bouge pas. Parce qu'il y a toujours un nœud qui retient. Et c'est ce qui fait la grande force de cette dentelle de Calais. Un lieu que n'ont pas connu les bourgeois de Calais, c'est le Zapado, un skatepark de 2400 m² sur le quai Lucien Lheureux. Rendez-vous avec un artiste partageant respect et liberté d'expression. Virus est un artiste urbain originaire de Calais. Comme disent les jeunes, il représente le 6-2. Ou alors 6-2 représente, ça marche dans les deux sens. Autodidacte, il fait partie des artistes les plus prometteurs de sa génération. Il a invité plus d'une trentaine d'artistes internationaux à venir graffer sur les murs du bâtiment du skatepark de Calais. Alors, rencontre. Oui, Virus, graffeur et athlète. Bon alors Virus, comment vous est venue cette passion du graphe? J'ai commencé dans le quartier Rodin à Calais, là où il y avait des murs de garage qui étaient autorisés. Donc c'était marqué liberté d'expression. Et c'est parti comme ça, et depuis j'ai pas arrêté. Voilà. Et donc ça fait combien de temps? 95, j'avais 11 ans. Ah ouais. Voilà. C'est mes petites économies. Et... Ouais. En fait, je voulais être connu, mais sans l'être. Donc je me cachais pour être connu. Donc voilà, il y a un petit paradoxe, et je pense que c'est le paradoxe de tous les graffeurs. Donc vous êtes pompier? J'ai passé un entretien où j'ai parlé que de graffiti, et je suis rentré pompier volontaire. Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça, hein, je vous rassure. Ouais. Il y a des tests sportifs, et voilà, c'est vraiment très carré, mais on va dire que j'ai eu un petit coup de chance. Après 8 ans de volontariat, j'ai passé le concours pro, et je suis rentré dans le Pas-de-Calais en tant que professionnel. Chez vous, c'est naturel, parce que pour être pompier, il faut être très humain. Et je pense qu'on le ressent aussi à travers vos œuvres et aussi les actions que vous entreprenez, comme l'événement dont la thématique, c'était à l'abordage. À l'abordage. Où vous avez invité beaucoup d'artistes internationaux qui venaient de partout dans le monde. J'ai lancé les inscriptions sur Internet, et en fait, en quelques heures, c'était la folie. Donc j'avais dit, je prendrais les 30 premiers.
Et là, c'est venu de partout, donc beaucoup de Belgique. Donc là où j'avais fait un buzz, hein, c'était à Anvers, de Paris, Dijon. Le plus éloigné, est-ce que c'est venu de... Mexico. Ah oui, voilà, j'allais le dire, d'un autre Voilà. continent. Mexico, quoi. Et Allemagne aussi. Il y a 2 Allemands qui sont venus. Eh bien, Virus, pompier, sauveteur côtier et graffeur de talent, encore bravo pour tout ce que vous faites. Est-ce que vous connaissez le bassin du Paradis? Oui, bien sûr, mon père était marin-pêcheur. Eh bien voilà, en parlant de pêcheurs, vous allez découvrir Johnny, pêcheur au bassin du Paradis, qui perpétue la tradition familiale. Le bassin du Paradis est situé dans le quartier maritime du Courguin, à côté du port de Calais. Aujourd'hui, le bassin du Paradis héberge une vingtaine de bateaux de pêcheurs qui vendent le fruit de leur pêche dans les eaux bêtes sur le quai. Johnny, oh le poisson! Non, pas le rocker, le pêcheur, nous explique comment il perpétue la tradition familiale. J'ai voulu faire la pêche, comme mon père. Comme j'étais toujours avec, voilà, ça... Quand je rentrais de l'école, j'allais le voir, tout ça, on revenait avec du poisson. Avec plein de poissons, on était contents de voir autant de poissons que ça. On se lève tous les jours vers 2h30, 3h du matin. Généralement, quoi, on s'en va en mer, on met les filets, on attend sur place, on remonte les filets. Je rentre au port, je débarque le poisson, je le donne à ma femme qui vend le poisson tout vivant. Sur 2 jours. Moi, quand j'ai commencé le métier à 16 ans, on était à 29 bateaux de pêche. Et puis après, il y a de moins en moins de poissons, plus en plus difficile. Il y a beaucoup de pêcheurs hollandais qui travaillent dans nos mers à nous, avec une pêche électrique qui fait du dégât, qui ramasse tout, quoi. Puis on les voit travailler 24 heures sur 24. Nous, les petits bateaux, par rapport à ce qu'on pêche, c'est rien du tout, quoi. Principalement, on essaye de cibler la sole, parce que c'est un poisson que tout le monde aime bien, quoi. Et si on cible les autres poissons, question prix, c'est pas intéressant. On peut pas aller pêcher le carlet à 20 centimes. Après, c'est le crabe, les homards, le merlan, un petit peu de cabillaud, moins qu'avant. Elles sont extra là, vous allez vous régaler. 4, 5 et v'là 10. Merci madame. Merci beaucoup, une bonne journée monsieur. La bague boulonnaise, vous avez 9 boules qui représentent les 9 mois de grossesse. Vous avez des cordages qui représentent les gens de la mer et ça forme 2 cœurs entrelacés, ça représente l'amour. Et les femmes qui portaient cette bague, c'était les femmes qui étaient promises. Donc quand le mari partait en mer 40 jours, les gens qui courtoyaient cette dame ou cette jeune dame, ils savaient qu'elle était promise ou qu'elle était mariée, qu'elle avait des enfants. Et entre marins, il y avait un respect. C'est-à-dire que dès que la femme portait cette bague, ça voulait dire qu'elle était prise. Il faut vraiment aimer, quoi, le métier. Il faut aimer la mer, il faut aimer se lever tous les jours de bonheur. Puis bon, comment mon père est parti en retraite, ben, j'ai suivi, j'ai racheté le bateau et on continue. Voilà. Quand je conduis le bateau la nuit, je suis tout seul dans ma passerelle, super agréable. C'est vraiment un beau métier. C'est vraiment, on est libre. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream.
Banksy s'est également exprimé ici même à Calais. D'un artiste à l'autre, les messages peuvent être différents. Nous sommes sur la plage de Calais où l'on peut trouver des chalets héritage du 19e siècle, devenus un véritable patrimoine pour les familles calaisiennes. Je vais de ce pas à la rencontre de deux d'entre elles. Ah, la samba calaisienne. Pour cette dernière rencontre, j'ai rendez-vous dans un lieu de vie et de convivialité. Nous allons découvrir, avec Maryse et André, enfin Marisol et André, que ce patrimoine cher au cœur des Calaisiens est aujourd'hui menacé par la loi littorale. Salut les amis! Enfin! Salut la famille! Ça va? Donc c'est là-bas que ça se passe, c'est ça? Allez, venez. Bonjour la famille. Ça va? Vous allez bien? La forme? D'Angleterre. D'Angleterre, je suis venu à Pâques. Tranquille. Comme Jésus, en marchant sur l'eau. Voilà. Bonjour. Vous allez bien? Bah ouais, mais c'est toute la famille là, je vois. Il y a même le bébé. Arrête de pleurer, oncle Camini est arrivé, t'inquiète pas. Donc là, on est où? C'est les chalets de la famille là. Hein. C'est ça? Les trois sont à vous alors Non, c'est le mien parce qu'on peut pas en avoir deux. Okay. Ah d'accord. C'est un chalet par famille. C'est un chalet par propriétaire. Écoutez, moi je vais m'allonger avec vous. Hein. Et alors, cette tradition familiale, ça remonte à quand de venir sur les chalets en famille comme ça? Les parents avaient ce chalet depuis 1952. Après, la tradition a voulu que ce soit moi. Après, c'est les enfants, les petits-enfants. Donc il y a au moins 3 générations, 3-4 générations? 3 générations en ce moment. Oui. D'accord. Et monsieur, du coup? 3 générations aussi. C'est les fameux chalets de Calais qui ont été reconstruits après la guerre. Voilà. Ah d'accord, après. Ils ont été détruits avant? Ils ont été détruits pendant la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. À l'origine, ces chalets, c'était par rapport à un casino? C'était vraiment le casino de Calais, c'était vachement convivial. Il n'y avait pas de bâtiment comme on a fait maintenant derrière. Là. Ça avait été acheté comme des lieux de vacances par nos parents. C'était l'endroit où on se retrouvait pour taper une belote avec le voisin, etc. Et on restait toute la journée là. On y a même dormi. Même les enfants, pour vous, c'est normal de venir après l'école, squatter tranquillement à la plage. Oui, on dit squatter, Maryse, maintenant, on dit squatter. À l'époque, on disait se détendre sur la plage. Maintenant, on dit squatter. Ouais, c'est ça. On en est où là par rapport au chalet de Calais? Parce que je vois que ça vous tient à cœur vraiment. On en est où en 2017? Alors c'est le point sensible justement sur Calais parce qu'on est frappé par la loi du littoral qui veut une réduction des nombres de chalets et aussi qu'on les démonte l'hiver. Mais là, ça va être dramatique pour ceux qui veulent garder leur chalet puis qui n'auront plus de place. Maryse, t'es pas triste, Maryse. Oh, elle est triste et tout. Non, mais grâce à l'intervention de l'association des chalets, en accord avec la mairie, on essaye de remettre en état la plage, voilà. Où il y a 500 chalets actuellement, pour baisser à 350 et les remettre correctement en ligne. Si je veux en mettre un neuf, j'ai le droit de le mettre. J'ai pas le droit de le vendre, j'ai pas le droit de le louer. Ce que je peux, c'est le transmettre à un héritier. Ah d'accord. Choisi de la transmission. Alors c'est peut-être ma fille ou mon fils qui n'est pas là. Ça sera peut-être mon petit-fils ou ma petite-fille. Je vais voir après. Ça sera moi, le tonton. Voilà, non, ça peut pas. De la famille. Ça peut pas parce qu'il faut montrer. Pas de blanche. Il faut montrer qu'on ait une identité proche. Donc ça va être difficile. C'est-à-dire que quelqu'un d'extérieur ne peut pas venir à Calais et dire voilà, j'achète un chalet. C'est fini. C'est fini ça. C'est terminé. Là, actuellement, on n'est pas propriétaire de l'emplacement. On est simplement locataire. La seule chose qui nous appartient, c'est le bois. Mais bon, il n'y a pas que le bois qui vous appartient. Il y a aussi les souvenirs, les bons moments passés ici, l'amour partagé avec les enfants. Bah, écoutez la famille, merci pour ce moment convivial. Et pour fêter ça, vous savez quoi? J'ai ramené des poissons du bassin du paradis. Comme ça, on va se faire un bon barbecue en famille. Ici. Non, on n'a pas le droit, c'est interdit. C'est vrai, on n'a pas le droit? Oui. Non. Pas le droit. J'ai des bonbons là, des poissons des paradis. On n'a même pas le droit de demander. C'est pas grave. Les mois de la Pourquoi? Mes amis, je profite de ce moment pour vous dire au revoir. Retrouvez la suite de nos aventures sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de l'émission et sur France3.fr. Et on vous dit au revoir en famille. Salut! Salut!
c'est haut quand même là, hein. Je sais pas si elle est bonne, mais je pense qu'elle est bonne. Hein.